Bonjour, on va attendre quelques petits instants. Beaucoup d'entre vous m'ont prévenu qu'elles regarderaient le replay, donc elles ne pouvaient pas être présentes aujourd'hui. On va quand même attendre quelques petites minutes au cas où certaines d'entre vous se présentent. Donc je vais vous mettre l'écran de commencement de mon document. Donc on va démarrer, donc nous serons deux aujourd'hui. Visiblement, je vérifie quand même que je n'ai pas des gens qui soient dans la salle d'attente. C'est pas le cas. Alors, je vous le dis, c'est la première fois que je fais une masterclass dans ce type de conditions sur Zoom, donc il est possible que je ne maîtrise pas tout. Donc, c'est pour ça que là, je regarde. Visiblement, personne n'attend d'être admise dans la réunion. Alors, je continue à partager le document. Donc, du coup, on va commencer tout de suite. Alors, donc c'est enregistré, donc le replay vous sera envoyé demain, donc avec le livret d'exercice. Donc, de ce fait, tout le monde était en muet, les caméras coupées. Donc là, vu que nous sommes que deux, donc ça sera peut-être pas très utile. Donc Anne, puisque je sais que c'est toi qui es là, si tu as envie de participer, tu peux donc ouvrir le chat avec la petite bulle là qui ressemble à une bulle de bande dessinée. C'est là que vont se trouver en fait donc toute la possibilité d'interaction. Donc elle est quelque part, que tu sois sur smartphone ou sur ton ordinateur de bureau, elle ne sera pas au même endroit, mais c'est toujours représenté sous forme d'une petite bulle. Donc merci en tout cas d'être avec moi. Donc je suis vraiment heureuse que vous soyez inscrite à cette masterclass et je suis heureuse que celles qui suivent donc en replay puissent nous voir aussi demain. Donc demain, je vous envoie le replay avec le livret d'exercices complémentaires. Donc aujourd'hui, on va parler de comment se démarquer tout en étant fidèle à ses valeurs. Donc voici le programme. Donc ça durera un petit peu moins d'une heure. Je pense qu'il n'y aura pas trop de questions-réponses. Donc les 1 heure englobaient les questions-réponses. Donc ça devrait être un petit peu plus court. Donc au programme, en première partie, une erreur fréquente des entrepreneurs débutantes. En deuxième partie, chuchoter à l'oreille de ton client idéal. En troisième partie, des objectifs clairs pour ton business. En dernière partie, les piliers d'un marketing éthique. Donc, on gardera du temps à la fin pour que je vous présente mon coaching illimité Giga et pour qu'on puisse faire les questions-réponses si toutefois il y en a. Donc, avant toute chose, je pense que tu es peut-être comme moi, tu veux développer ton entreprise porteuse de sens, mais sans te perdre dans des stratégies et des actions de marketing et communication contraires à tes valeurs. Souvent, tu te demandes même si c'est possible en fait. Je pense qu'en filigrane, tu vois un petit peu de quelle stratégie et action marketing et communication contraires à tes valeurs je veux parler. Donc, c'est tout ce qui est à base de fausses promesses, d'urgence factice, attention, il n'en reste plus qu'un, attention, la promotion se termine. Tout ce qui implique aussi d'être présent absolument partout sur tous les canaux de communication. Toi, tu as probablement des valeurs de bienveillance, de respect, de partage, d'entraide qui ne te poussent pas du tout vers ce style de marketing. Et je veux te dire que c'est tout à fait possible de développer un marketing très différent, qui soit éthique, authentique et en finalité respectueux. Je crois que tout le monde en a un peu marre de voir son Facebook, son Instagram arrosé de promesses complètement irréalistes du type gagne ton premier million en 10 jours. Donc ça, on n'en veut plus. Ça implique pour qu'une personne puisse se laisser tenter finalement d'acheter, ça implique d'arroser, arroser, arroser. C'est vraiment pas plaisant pour qui que ce soit, ni pour la personne qui fait le marketing, ni pour les gens qui se retrouvent avec leur boîte mail pleine de trucs pas possibles. Donc avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Donc moi, je suis Elsa Wessel, la fondatrice de Digital Osé. Donc j'ai un parcours de reconversion, c'est-à-dire que j'ai eu longtemps du mal à trouver ma place professionnellement. J'étais d'abord chargée de veille pendant une dizaine d'années et outre que le métier avait tendance à disparaître, je ne me sentais vraiment pas à ma place. Donc j'ai cherché d'une manière qui me semblait pragmatique à l'époque, mais qui omettait tout un tas de choses, je le sais maintenant. J'ai cherché ce que je pouvais faire d'autre pour me reconvertir. Et c'est comme ça que je suis arrivée en cursus de marketing digital. Donc, je suis retournée à l'école pendant 2 ans pour apprendre le marketing digital.
parce qu'à l'époque, j'avais un goût personnel déjà pour le digital, pardon, pour les outils du digital, et je m'étais dit, tiens, les recruteurs semblent bien chercher ça, donc c'est ce que je vais faire. Alors ça a eu un point positif. J'ai vraiment trouvé ma passion, enfin une de mes passions, le marketing digital. Vraiment, j'adore les outils du marketing digital, j'adore les stratégies marketing. Enfin, c'est vraiment un univers qui me plaît. Le point négatif, par contre, ça a été quand je suis redevenue à nouveau salariée. Et là, je me suis retrouvée face exactement au même problème que précédemment, c'est-à-dire que je ne trouvais pas ma place. J'ai d'abord travaillé dans des startups. Alors là, l'environnement de travail n'était pas vraiment fidèle à moi, à mes valeurs. Il y avait beaucoup de manque de moyens, de compétition interne, d'impréparation en tout genre, et ça ne me correspondait pas tellement. Du coup, j'ai postulé pour un organisme de formation pour adultes en me disant, là, je vais trouver quelque chose, un secteur qui correspond plus à mes valeurs. Mais malheureusement, on vendait vraiment des formations pour adultes comme on vend des lave-linges. C'était vraiment 2 formations pour le prix d'une. Inscrivez vos salariés à 3 cursus de formation, ils auront le 4e gratuit. Enfin, c'était surtout pour de la prestation intellectuelle à la fois incompréhensible et vraiment, mais vraiment pas plaisant. Par contre, je me rendais bien compte que ce que j'avais fait jusque-là pour faire autre chose, pour fonctionner différemment, ne marchait pas, mais je ne savais vraiment pas quoi faire d'autre. Donc à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout au développement personnel en général, mais je suis tombée sur la proposition d'un coaching de groupe, donc un coaching de groupe que j'ai intégré, où l'objectif était de savoir quoi faire d'autre quand on était une salariée qui en avait vraiment marre de son travail. Et alors là, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur tout un nouvel univers, à tel point qu'à mon tour, je me suis inscrite en certification de coach en parallèle de mon travail. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais des croyances, des idées reçues qui faisaient que je me fermais moi-même de nombreuses portes, et notamment la porte d'entreprendre. En fait, j'avais une vision de l'entrepreneuriat pleine d'idées reçues qui faisait que je ne considérais même pas cette option pour moi. Donc en 2018, j'avais cheminé, toujours en parallèle de mon job salarié, je l'ai quitté et j'ai décidé de créer Digital Oser. Donc aujourd'hui, dans Digital Oser, j'accompagne des femmes déterminées à oser à leur tour aller vers une vie qui leur ressemble. C'est-à-dire que j'accompagne des femmes à trouver leur identité d'entrepreneur et à poser des piliers solides et authentiques en marketing et en communication pour que vous puissiez vous rendre visible et trouver vos premiers clients. Je tiens à préciser que moi, j'ai jamais été quelqu'un de timide ou de réservé. J'étais même plutôt quelqu'un qui avait une certaine liberté de penser, puisque j'ai quitté pas mal d'emplois qui ne me convenaient pas. J'ai osé aller vers autre chose. Mais pour autant, j'avais pas d'idée de certaines choses. Je n'allais pas dans certaines directions. Et j'ai remarqué depuis qu'on est nombreuses, en fait, dans ce cas-là, en fait, en tant que femme, de se sentir assignée, en fait, sans même s'en rendre compte, à certains rôles, de se fermer certaines portes sans même le vouloir. C'est quelque chose que j'ai retrouvé à de nombreuses reprises depuis, en ouvrant un peu les yeux sur cet état de fait. Et aujourd'hui, ma motivation profonde, c'est vraiment que chaque femme trouve sa place professionnellement et que chaque femme se libère pour vraiment oser aller vers des choses auxquelles elle ne pensait pas avant, oser s'ouvrir des portes, oser s'ouvrir des choix. Donc, je vais commencer maintenant donc, cette masterclass. Je vais voir un petit peu avant. On va entrer dans le vif du sujet, se démarquer. On a un petit peu parlé des valeurs auparavant, mais se démarquer, j'avais un petit peu envie de savoir ce que ça voulait dire pour toi. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram, se démarquer, qu'est-ce que vous envisagiez par là? Donc voilà les réponses que j'ai eues plus souvent. Donc se différencier, innover, s'inspirer en faisant à sa sauce, se spécialiser, avoir une niche, aller sur un marché qui n'est pas saturé. Est-ce que tu remarques quelque chose dans toutes ces interprétations de se démarquer? Pour moi, ça a été flagrant, c'est qu'on parle des autres. On parle surtout en filigrane et tout le temps des autres, donc des autres concurrents. Donc on observe ces concurrents pour faire autrement, on observe ces concurrents pour se spécialiser, on observe ces concurrents pour faire un petit peu la même chose, mais pas vraiment. Et on observe même ces concurrents pour trouver une niche où vraiment il n'y aurait pas de concurrence, qui est un petit peu utopique à mon sens. Mais bref, en tout cas, ce que je n'apprécie pas, et pourtant c'est juste, c'est se démarquer, ça veut dire ces choses-là dans l'esprit de la plupart d'entre nous, mais tout est tourné vers les autres, vers l'extérieur. Et alors du coup, moi je préfère largement cette définition de se démarquer comme mettre en avant ce qu'on a d'unique
de singulier. Donc, revenir vers soi, en fait. Et c'est tout l'objet de la partie 1. Donc, la partie 1, une erreur fréquente des entrepreneurs débutantes, eh ben, c'est souvent justement de mettre le focus sur ce que font les autres plutôt que de partir de soi. Alors, il y a un vrai problème en fait avec ça, c'est que ce sur quoi tu portes ton attention a tendance à grossir. C'est-à-dire, si tu mets le focus sur ce que font les autres, ça va très vite occuper ta tête, ton esprit, tes cahiers de préparation de ton business. Tu vas être complètement focalisé là-dessus, ça va grossir, grossir, grossir. Et le fait est que certainement, tu vas te comparer, du coup, tu vas être dans la comparaison permanente et avec des personnes qui sont bien plus avancées que toi, parce que les entrepreneurs sur lesquels tu vas tomber sur Internet quand tu vas faire tes recherches, ben, ça va être des gens visibles, et qui dit visible dit que c'est des entrepreneurs plutôt installés. Alors tu ne sauras même pas, ils seront peut-être là depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis 2 ans. Toi, c'est pas ce que tu vas voir. Toi, tu vas simplement te comparer avec quelqu'un qui n'en est même pas, pas du tout au même stade que toi. Donc, c'est très délétère de faire ça. Ça va faire vraiment grossir tes doutes et tes incertitudes. Ce sentiment, tu sais, de ne pas être assez, genre, ah, mais moi, je ne suis pas assez experte, je ne suis pas assez avancée pour proposer ça, je ne suis pas assez visible, je ne suis pas assez euh, avancer pour me permettre de. Donc ça, tu vas être dans la comparaison permanente, ce qui va vraiment te donner ce sentiment de doute, de ne pas être légitime. Et alors en plus, ça ne va pas du tout t'aider à aller voir en toi les trésors que tu peux avoir. Donc là, c'est vraiment l'erreur qui est très délétère à éviter dans les premiers temps de ton entreprise. À la place, moi, je te propose donc de partir de toi. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, en premier lieu, c'est de clarifier ta vision. À quoi tu veux contribuer? Donc, ta vision, souvent, elle a pour socle tes valeurs. Ta vision, elle est dans le prolongement en fait, de tes valeurs. Ta vision, c'est ce à quoi tu aspires. Quelle est ton idée d'une vie idéale? Quelles sont tes convictions? Je te reporte ici au cahier d'exercice que tu retrouveras demain dans ta boîte mail. Donc, dans le cahier d'exercice, sur tous ces sujets, sur tous ces items, je vais te donner donc, des exercices plus précis pour que tu puisses déterminer, là en l'occurrence, ta vision et tous les points suivants. Donc, une autre chose pour partir de toi, c'est d'exprimer la mission de ton entreprise. Donc, quel est ton objectif avec ton entreprise et quelles valeurs tu apportes? Donc, ta mission d'entreprise, en gros, c'est pourquoi ton business existe, pourquoi tu fais ce que tu fais de la manière dont tu le fais, quelle est ta raison d'être. En fait, tu n'es pas sophrologue, tu n'es pas rédactrice web, tu n'es pas coach par hasard, il y a des éléments qui t'ont amené là. Donc, ça peut être effectivement tes valeurs, des besoins, des convictions. Donc, ta mission d'entreprise, c'est un petit peu la synthèse à la fois de ta vision, de tes convictions, de ce que tu fais. C'est là que tu dois l'exprimer de façon très spécifique, parce que c'est là que tu commences à être unique, à te singulariser. Donc, c'est là que tu commences à exprimer la façon dont tu te démarques. Je vais te donner un exemple, peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair. Je t'ai dit tout à l'heure que mon rêve, c'était que chaque femme trouve sa place professionnellement. De fait, ma mission d'entreprise, je l'ai notée là devant moi, je pourrais l'exprimer de la manière suivante: utiliser les outils du coaching et du marketing pour accompagner des femmes à se libérer de leurs freins et à oser se voir en chef d'entreprise, qui prend en charge la création de son job sur mesure. Ça pourrait être ma mission d'entreprise, un petit peu même ce que je dis au monde que je fais, donc ce vers quoi je me rapporte quand je veux me remettre en tête ce que je fais, les valeurs que je veux porter. Un concurrent qui fait du business coaching, il peut le faire avec une toute autre mission d'entreprise. Par exemple, j'ai été regarder sur le site de The Family, donc qui est une entreprise qui propose du business coaching. Et là, ils écrivent clairement: notre mission d'entreprise, c'est nourrir l'ambition des entrepreneurs français. De fait, eux, ils s'adressent plutôt à des startups, à des jeunes pousses, et ils sont plutôt sur des problématiques de levée de fonds, etc. Et ça a beau être du business coaching, c'est une approche absolument différente de la mienne. Différente, mais tout aussi juste. Il n'y a pas de mission d'entreprise qui soit meilleure que d'autres, qui soit plus pertinente ou pas que d'autres. L'essentiel, c'est d'être au clair avec ta vision et la mission de ton entreprise pour toi transmettre tes valeurs. En gros, ça va aider en plus tes clients futurs à venir vers toi pour cette chose unique qui fait que tu es toi et qui rend ton travail unique. Ensuite, partir de toi, ça veut dire aussi
cerner tes meilleurs talents. Qu'est-ce que tu fais super bien, de façon unique. De la même manière, là, je vais passer assez rapidement. Tu retrouveras demain dans ton cahier d'exercices quelques exercices d'auto-coaching en fait, pour cerner un petit peu mieux tes talents. Partir de toi, c'est aussi explorer tes singularités, donc une méthode, un univers, une expérience que tu as vécue et qui pourrait inspirer d'autres personnes, une approche particulière ou que tu as créée avec d'autres approches combinées, une force que tu as en particulier. Donc c'est tout ça qui va te permettre au final de commencer à te démarquer. Et attention, ça n'a pas besoin d'être compliqué, hein, ça a juste besoin d'être juste pour toi et de partir de toi. On va maintenant aborder la partie 2, donc, qui est chuchoter à l'oreille de ton client idéal. Je te laisse lire ce que j'ai noté. Chuchoter à l'oreille de ton client idéal, ça peut se résumer par cette phrase: sais-tu qui tu aides le mieux? Alors, quel rapport ça a avec le fait de se démarquer? Eh ben, je te dirais que si tu connais ta vision, ta mission, tes forces, tes singularités, tu vas vite te rendre compte qu'il y a un profil de client que tu peux aider le mieux. C'est-à-dire que tu ne peux pas aider tout le monde de la même manière. Il y a des gens avec qui tu préfères travailler, il y a des gens que tu aides le mieux. Par exemple, personnellement, j'aide beaucoup mieux les femmes que les hommes. Et c'est intimement lié à mes convictions, à la vision que j'ai du monde et à la vision que j'ai de mon entreprise, à ma mission d'entreprise, à ce à quoi je veux contribuer. En allant plus loin, je dirais que j'ai même un type de femme avec qui j'apprécie beaucoup de travailler et avec qui j'ai donc de meilleurs résultats. Parce qu'il ne faut pas négliger ce facteur tout à fait humain que quand tu apprécies plus de travailler avec un type de personnalité, donc des gens qui ont des caractéristiques, des traits de caractère particuliers, ça matche mieux et tu peux les aider le mieux, donc tu as des meilleurs résultats. C'est des gens qui sont plus proches donc de ton client idéal. Encore plus, les femmes qui sont les plus satisfaites de mon travail, j'ai remarqué qu'elles ont des points communs dans leur personnalité, dans leurs valeurs, dans des besoins spécifiques. Moi, mon client idéal, je l'appelle aussi mon client de cœur, parce que c'est avec ces personnes que j'ai vraiment une conversation sincère et authentique que je match le mieux. Donc, c'est vraiment pour ça que pour moi, c'est aussi pertinent d'appeler ça son client de cœur. Et donc, j'adore cette phrase, parler à tout le monde, c'est ne parler à personne. Ça, c'est tout à fait vrai. Plus tu essaieras de parler à tout le monde, plus tu auras une communication tout à fait lisse et qui parlera à personne. Personne ne s'y connectera. D'ailleurs, tu te rappelles de ce marketing que j'appelle à la papa et qu'on déteste, qu'on n'apprécie pas, qui arrose nos boîtes mail, qui parle sur tous les médias de la même chose. Souvent, ce marketing-là a un message hyper stéréotypé qui est censé s'adresser à tous, parler à tous, du style attention, cette promo se termine, on n'aura pas pour tout le monde, etc. Derrière ça, il y a souvent aussi une idée du monde hyper stéréotypée, du style toutes les femmes veulent perdre 3 kilos, tout le monde veut être beau pour son compagnon ou sa compagne, tout le monde veut 2 enfants, une maison et un chien. Et ça, c'est totalement faux. Je suis sûre que toi qui m'écoutes, tu as peut-être, et tu as certainement, si tu es mon client de cœur, des aspirations complètement différentes. Un bon exemple, c'est comme j'aime, tester une semaine, c'est gratuit. Bon, ça, on l'a entendu 1000 fois, mais franchement, qui y croit, quoi? Qui croit que ça va être un package de régime équilibré pour ce régime? Et tu as remarqué que comme j'aime, tellement personne n'y croit, tellement il parle à tout le monde et donc à personne, ils doivent arroser, arroser, arroser. Même moi qui regarde peu la télé, qui ne m'intéresse pas du tout au régime, j'ai subi, on va dire, ce marketing là, répétitif de comme j'aime, tester une semaine, c'est gratuit. Donc ça illustre vraiment parler à tout le monde, c'est parler à personne. Et il n'y a aucune chance que ton client idéal, quand tu fais une communication comme ça lisse et très stéréotypée, se dise waouh, c'est fait pour moi, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Non, il va être noyé dans la masse, il va même pas entendre en fait ce que tu dis. Donc, parce que tu connais ton client de cœur, tu as travaillé dessus, ça n'a aucun sens de faire une communication de masse ou de lui promettre des choses dont il a absolument ni envie ni besoin. Entre parenthèses, tu remarqueras que plus tu connais ton client de cœur, moins tu vas faire d'efforts parce que tu vas adapter, tu vas être drivé par une communication, par le fait de lui parler à lui. Je te parle un petit peu de mon client idéal à moi. Moi, ça a longtemps été Maria. Quand j'ai débuté cette... Ah, quelqu'un veut rentrer.
Bonjour Sophie, donc je m'interromps une seconde pour t'admettre. Donc les micros sont coupés, les caméras sont coupées, on est en plein milieu donc de la partie 2. Donc je continue, j'allais vous parler de mon client de cœur. Donc mon client de cœur, ça a longtemps été Maria, qui était une ex-collègue. Maria, elle voulait avant tout retrouver plus de sens au travail. Elle avait des beaux diplômes, mais elle s'était rendue compte que les postes d'encadrement qu'on lui proposait à partir de ses 30 ans, vraiment, ça ne la satisfaisait pas. Et même, elle commençait à détester son job de manager. À l'époque, je proposais pour Maria un accompagnement pour l'aider à savoir quoi faire d'autre. C'est-à-dire que dès que je parlais, dès que j'écrivais quelque chose, dès que je publiais sur les réseaux sociaux, je le faisais pour Maria. Maria, elle existait dans la vraie vie, mais elle était surtout exactement comme mon client de cœur. Autrement dit, mon client de cœur avait les mêmes caractéristiques, les mêmes envies, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs que la Maria que je connaissais. Et c'est quelque chose vraiment que je te conseille aussi, c'est une fois que tu auras fait le portrait de ton client de cœur, et là aussi je te donne dans le cahier d'exercice des astuces pour aller approfondir ce sujet, pour aller concrètement faire le portrait de ton client de cœur. Une fois que tu l'auras fait, c'est te demander, est-ce qu'il n'y a pas dans mon environnement, dans mon entourage, dans les gens que je connais, ou même dans les archétypes, dans des séries, des films, quelqu'un qui représente exactement mon client de cœur. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus facile de penser que tu lui chuchotes à l'oreille, donc que tu parles pour elle quand tu l'auras personnifié, personnalisé, avec une personne de ta connaissance. Donc on me dit souvent, mais quand on fait son client de cœur, est-ce que du coup ça ne nous restreint pas trop? Moi j'ai envie de te dire que moi j'avais beau m'adresser à Maria, j'ai aussi travaillé avec des Sophie qui avaient les mêmes valeurs, les mêmes aspirations que Maria, mais qui étaient un petit peu plus âgées, ou des Anna qui, elles, savaient déjà, par exemple, qu'elles voulaient devenir entrepreneurs. Donc, elles avaient déjà des enjeux en tête. Donc, non, parler à Maria, parler à ton client de cœur, ça ne va pas non plus te focaliser, te bloquer l'accès à d'autres types de clients qui sont assez proches de ton client de cœur. Ceci dit, même si tu n'avais que ton client de cœur comme client, c'est quand même un très beau début pour débuter dans ton entreprise. Donc, pour résumer, connaître ton client de cœur, c'est t'adresser à lui, apprendre à le connaître, partager et avoir des retours, apprendre comment le servir toujours mieux. Bref, c'est avoir une communication et une approche là aussi singulière, parce que tout le monde n'a pas le même client de cœur, donc tout le monde n'aura pas la même communication, ne parlera pas des mêmes choses. Parce que là, tu vas plus particulièrement connaître ses motivations, ses points de douleur, tu vas plutôt lui parler de ça, et le voisin, lui, aura un autre client de cœur, il parlera de choses différentes. Donc avoir un client idéal et parler pour lui, chuchoter à son oreille, ça va aussi te différencier, parce que tu vas exprimer des choses plus pointues, plus sincères, plus orientées. D'ailleurs, avec cette histoire du client idéal, on a pris un peu d'avance sur la dernière partie, parce que pour moi, connaître par cœur sur le bout des doigts ton client idéal, c'est vraiment le premier pilier d'un marketing éthique et authentique. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à des considérations un peu plus pratico-pratiques. C'est un petit peu un de mes dadas aussi. Tu vas voir que c'est aussi un des points morts souvent de mon client idéal à moi, c'est la planification. Donc c'est l'objet de la prochaine partie, donc, qui s'appelle des objectifs clairs pour ton business. Donc, je te parle objectifs et planification. Pourquoi? Parce que pour réussir à te rendre visible aux yeux de ton client de cœur, justement, il faut vraiment que tes objectifs d'entrepreneur soient alignés avec ta vision et ta mission d'entreprise. Donc, on a tout à l'heure parlé de ta vision d'entreprise, de ta mission d'entreprise, et maintenant, tes objectifs doivent être complètement dans la droite ligne de ta vision et de ta mission d'entreprise. Tu as su ressortir ce qui te rend unique, ce qui te rend singulière, ce qui te démarque donc dans ta vision et ta mission d'entreprise. Et maintenant, ça serait dommage que tes objectifs et tes actions partent dans tous les sens, qui s'éparpillent et qui ne soient pas complètement dans une droite ligne avec ta mission et ta vision d'entreprise. Donc c'est pour ça que je dis une vision claire, une mission d'entreprise claire égale des objectifs et des actions en cohérence. Tout doit aller vraiment ensemble. Donc moi, je te recommande vraiment de poser tes objectifs à long terme, pour dans 1 an, pour dans 6 mois et pour dans 3 mois. Donc comment poser des objectifs clairs? Ils doivent vraiment partir
de ta vision, de ta mission. Je me répète, mais c'est super important parce que tes objectifs doivent être cohérents avec ta vision du monde, avec tes aspirations et aussi d'ailleurs avec les habitudes et les besoins de tes clients. Donc rapidement, je te donne un petit outil donc, pour justement poser des objectifs clairs pour ton business. C'est le fameux SMART que tu connais peut-être. Alors, oui, le SMART, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est quelque chose qui peut paraître un peu rigide, mais tu vas voir que c'est une rigidité qui va te permettre bien plus de souplesse par la suite. Donc, je vais détailler un petit peu le SMART que tu vas retrouver plus en détail dans la partie 3 de ton cahier d'exercice qui te sera envoyé demain. Donc là, tu pourras travailler un peu plus sur les objectifs avec le SMART et aussi avec d'autres outils. Mais le SMART, vraiment, je te le conseille pour poser tes objectifs principaux pour vraiment commencer ce travail. Donc le S, c'est spécifique. Donc ça veut dire que ton objectif doit être précis et clair. Par exemple, devenir entrepreneur, ce n'est pas un objectif SMART, ce n'est pas assez spécifique, ce n'est pas assez précis. Ton objectif doit être M comme mesurable, donc il doit pouvoir être quantifié, mesuré, évalué. En gros, tu dois pouvoir mesurer la réussite ou l'échec de ton objectif. Le A, c'est atteignable, donc il doit être inspirant, mais aussi réalisable. Le R pour réaliste, pour vérifier que ton objectif est réaliste, je te recommande de découper ton objectif principal en plusieurs étapes plus petites. Tu dois avoir le temps, les ressources, l'envie nécessaire pour t'attaquer à toutes ces étapes. Et là, tu verras tout de suite, en découpant ton objectif principal, s'il est réaliste. Le T, c'est le T de timer, c'est-à-dire que ton objectif doit avoir une date de début et une date de fin. Et ça, c'est super important, c'est trop souvent oublié. Et ça va vraiment t'aider à avoir cette impulsion de passer à l'action. Un exemple d'objectif SMART pour quelqu'un qui débuterait totalement donc, dans son entreprise, ça pourrait être dans 3 mois, je veux avoir déterminé quel service je vends, à qui, dans quelle intention, et avoir décidé si je passe ou non à l'action. Donc ça, c'est un objectif SMART. Ensuite, à partir de tes objectifs, tu pourras bâtir un plan d'action. Tout simplement, un plan d'action, c'est la liste des différentes étapes et des choses à faire pour atteindre ton objectif à 3 mois, ton objectif à 6 mois, ton objectif à 1 an. Alors, on me dit souvent, poser des objectifs, est-ce que ça ne nuit pas un petit peu à la créativité? J'ai envie de te dire non. En fait, ça va juste t'empêcher de t'éparpiller. Poser des objectifs, c'est vraiment rester dans la droite ligne de ta vision, de ta mission. Donc, poser des objectifs en cohérence. Ça n'exclut pas de pivoter, de t'adapter s'il y a des imprévus, des choses qui arrivent au fil du temps, au fil de tes objectifs. Je te conseille d'ailleurs de réviser ton objectif à 1 an, tous les 6 mois par exemple, pour vérifier que tu sois toujours dans le même état d'esprit, dans le même objectif principal. Par contre, avoir des objectifs clairs, le grand avantage, c'est que ça va te permettre de ne pas te lancer dans des actions marketing ou communication qui ne te ressemblent pas, qui ne collent pas du tout à ta vision ou à tes valeurs. Parce qu'attention, moi j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui s'embarquent dans un marketing ou une communication à l'opposé de leurs valeurs, donc ce fameux marketing dont on ne veut pas, dont on parlait tout à l'heure à base de fausses promesses, de j'arrose tout le monde, etc. Mais on peut vite être happé dans cette voie-là parce que peut-être tu vas être exposé sur les réseaux sociaux, sur les groupes d'entrepreneurs à il faut faire comme ci, il faut faire un podcast en ce moment, il faut poser un tunnel de vente. Et du coup, si tu es un petit peu dans le doute, si tu n'as pas posé d'objectif notamment, tu vas te laisser envahir par l'idée que tu es en train de mal faire. Donc ça arrive très vite, c'est normal, c'est nouveau, donc on peut vite avoir des doutes qui nous envahissent. Et tu peux te retrouver très vite à faire des choses en fait qui te ressemblent absolument pas. Donc, poser des objectifs clairs pour ton business, planifier tes objectifs, c'est vraiment une façon de ne pas se laisser embarquer comme ça dans des choses que tu vas regretter plus tard ou avec lesquelles tu ne vas pas être à l'aise sur le coup, donc qui ne vont pas être très pertinentes pour toi ni très utiles. Poser des objectifs clairs, ça va aussi t'aider à avoir une vision de capitaine du navire, avec un but, la terre promise, un but, une longue vue, et ça va t'aider à garder ton cap. Parce que ça, quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu compliqué. En tant que salarié, on n'est pas habitué en fait à avoir une longue vue comme ça, à garder son cap. Et c'est quelque chose que tu vas devoir apprendre à faire et poser tes objectifs principaux, bien les découper.
Ça va vraiment t'aider à garder ce cap clair. D'autant plus que l'entrepreneuriat, moi je dis toujours, c'est plutôt un marathon qu'une course de vitesse, hein. Donc c'est plutôt la régularité, la constance qui vont vraiment être des clés pour réussir ce que tu as envie d'entreprendre, pour atteindre tes objectifs. On va maintenant passer à la partie finale, donc les piliers d'un marketing éthique. Déjà, je te présente ma définition du marketing éthique. Le marketing éthique, c'est entrer en conversation avec ton client de cœur, celui que tu peux aider le mieux, en lui proposant un service qui répond à l'un de ses besoins, le tout dans une intention claire et respectueuse. Autrement dit, c'est toi qui vas mettre en place un marketing et une communication qui permet à ton client de cœur de venir vers toi. Et tu vas lui dire en toute transparence ce que tu lui donnes, ce que tu attends de lui, ce que tu fais. Dans l'idée, ça reste du marketing. Et alors, je ne vais pas te choquer en te disant que le but ultime du marketing, ça va être de vendre. Là, ça va être de vendre tes services, en l'occurrence. Mais ça ne va pas être vendre à tout le monde et à n'importe qui. Ça ne va pas être visible partout et à tout prix. Ça ne va pas être prétendre que tu peux tout faire. Et là, c'est vraiment la nuance majeure. C'est vraiment ce qui va diriger tes actions, de vraiment parler, entrer en conversation avec ton client de cœur, de lui proposer des solutions qui répondent à ses besoins et d'avoir des intentions très claires, d'exactement être transparent avec ce que tu veux, ce que tu donnes, ce que tu vends. Et petite remarque, pour toutes les personnes qui n'aiment pas vendre, peut-être que tu t'es hérissé quand j'ai dit le marketing en finalité c'est vendre. Et ben en fait, ça va t'aider aussi à, on va dire, apprivoiser cette notion de vente, parce que là, on parle de tout sauf de la prospection sauvage, hein. Et souvent, quand tu as peur du mot vente, quand tu n'es pas à l'aise avec l'idée de vendre, c'est parce que tu l'envisages comme cette prospection sauvage, donc qui est toujours un petit peu dans l'esprit du marketing à la papa, donc de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Et là, on aborde vraiment les choses d'une autre manière. On va tout faire pour que les personnes viennent à nous. Donc, on ne va pas du tout être dans cet objectif de prospection sauvage et on va se dire, oui, moi, je peux aider, vraiment aider une seule personne, mon client de cœur, j'ai vraiment des solutions pour lui. Et c'est un petit peu, entre guillemets, un cadeau que je lui fais de lui proposer de venir ou non vers moi, en fait. Donc, c'est un petit peu dans cette philosophie qu'on va travailler. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va rester passif à attendre le client? Si on peut dire non, pas du tout. Donc, ce qu'on va faire, je vais le déterminer un petit peu sur la slide suivante. Donc, on va faire ça. Donc, ça, c'est un peu les premières étapes pour mettre en place ton marketing éthique. Les premiers piliers du marketing éthique, c'est ce que tu vas mettre en place, ce que tu vas faire au début. Donc, on l'a vu, tu vas avoir travaillé sur ta vision, sur ta mission d'entreprise. Et la première étape, ça sera de bien connaître ton client idéal, ton client de cœur. Donc, on en a un peu parlé tout à l'heure. Donc, pour bien connaître ton client de cœur, moi, je te recommande vraiment d'aller à sa rencontre. Aujourd'hui, tu peux aller à la rencontre des gens de façon, dans la vraie vie, on va dire, bien que ça soit un petit peu plus réduit qu'auparavant maintenant. Ça peut être aller discuter avec tes anciens clients, par exemple, si tu en as eu. Mais ça peut aussi être de savoir quand même quelle solution marche pour quel type de gens à peu près et d'aller ensuite à la rencontre de ce type de personnes sur des groupes Facebook, sur Instagram, sur tout type de réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a quand même accès à beaucoup de personnes différentes et souvent, les gens, quand tu as vraiment un questionnement clair, quand tu as un questionnement précis, ils apprécient de te répondre. Il n'y a pas vraiment de gens qui se bloquent à l'idée de répondre à tes quelques questions. Et entrer en conversation, si tu te reportes à ma définition du marketing éthique, c'est déjà faire du marketing. Et finalement, c'est pas compliqué, c'est de l'écoute. C'est ouvrir un petit peu ses oreilles, ouvrir un peu son cœur, bien écouter, bien connaître, bien comprendre le contexte, les aspirations, les valeurs, les enjeux de ton client de cœur. Le deuxième travail à faire, ça va porter sur ton offre. Donc, ton offre doit répondre aux besoins de ton client de cœur. Alors ça, c'est tout un travail d'adapter ton service, de t'assurer qu'il colle à un vrai problème, un vrai besoin de ton client de cœur. Et là, je ne parle pas de ce piège qui pourrait être de chercher une validation extérieure. Non, je parle bien, tu sais déjà faire certains trucs, tu as certaines compétences,
tu as déjà une idée de ta mission d'entreprise, donc tu as déjà une idée un petit peu de ton offre. Et là, l'idée, ça va être vraiment de l'adapter, de vraiment vérifier si ça répond bien aux besoins de ton client de cœur. Je te donne un exemple parce que ça, c'est quelque chose qui peut parfois être compliqué à faire parce qu'on a des fois des espèces de préjugés sur ce dont les gens ont besoin quand bien même on les connaît. D'où l'intérêt d'aller les rencontrer en vrai. Moi, j'ai travaillé avec Julie. Elle proposait en fait des formations en autonomie pour que des femmes en fait apprennent à créer leur site web sur WordPress. Donc ça marchait pas très bien. En fait, elle n'avait pas tant de clients que ça et pourtant, elle savait que avoir une formation pour aider les gens à construire leur site sur WordPress, c'était vraiment une bonne idée, c'était un besoin en fait qu'avaient des clients. Du coup, je lui ai proposé de discuter d'une part avec ses anciennes clientes. Alors, elle voyait avec son outil que la plupart d'entre elles n'avaient même pas été jusqu'au bout de la formation. Elles s'étaient arrêtées un peu en cours de route. Les clientes qui étaient moyennement satisfaites, d'ailleurs, étaient très contentes de l'aider en fait, à améliorer cette offre. Donc, on s'est rendu compte de quoi? Eh ben, en fait, que ces clientes étaient bien trop débutantes pour tout faire en autonomie. C'est-à-dire que pour elles, il aurait fallu qu'il y ait cette formation en autonomie, plus peut-être des rendez-vous réguliers pour qu'elles puissent poser leurs questions de façon un petit peu personnalisée. Et même, on s'est rendu compte qu'elles étaient vraiment bloquées sur des aspects très techniques de WordPress, les premières étapes pour mettre en place le site web, et que ça, en fait, elles n'avaient aucune envie de mettre les mains là-dessus, elles étaient un peu tétanisées à l'idée de faire une connerie. Donc, il aurait fallu que la formation prévoie vraiment un truc sur mesure, clé en main, en fait, pour faire cette toute petite partie. Du coup, le produit qu'elle proposait et les besoins de ses clientes n'étaient pas très, très éloignés, mais ils étaient suffisamment éloignés pour que ça matche pas vraiment, vraiment. Donc, ensuite, elle a pu parler donc, à ses anciennes clientes, mais aussi à des femmes qui avaient un profil un peu similaire à ses clientes, c'est-à-dire des jeunes entrepreneurs qui n'avaient pas encore de site web, sur Instagram en l'occurrence. Et elle s'est vraiment assurée de repackager, on va dire, son offre pour qu'elle corresponde vraiment à un besoin réel de son client de cœur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire avec l'idée d'aller rencontrer, d'aller parler avec ton client de cœur. Le troisième point, c'est vraiment de construire une passerelle entre toi et ton client de cœur. On peut appeler ça ta communication. Imagine qu'il y ait une passerelle et que ton client de cœur soit là, toi tu sois là, il y a quand même un gouffre entre vous. Donc il va falloir faire comprendre à ton client que tu peux répondre à ses besoins. Donc il va falloir amener ton client de cœur à s'engager petit à petit sur cette passerelle. Et pour ça, il va falloir en fait lui expliquer ce que tu fais et lui montrer que qu'il peut s'engager sur chaque marche avec confiance. Donc pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux lui parler de ses problématiques, de ses épines dans le pied. Donc des vrais trucs qui font que vraiment il y a quelque chose qui ne va pas et qui est en lien avec tes solutions. Mon conseil, c'est aussi de lui parler dans un langage qu'il comprend. Alors ça, c'est un truc qui peut être un peu oublié. Par exemple, moi, je vois hyper souvent des spécialistes de l'éducation positive dire des trucs du style « pratiquer l'éducation positive avec votre enfant ». Mais est-ce que c'est vraiment ce qui préoccupe un papa ou une maman? Est-ce que vraiment il exprimerait son problème comme ça? Je pense pas. Quand je parle de parler le langage de ton client de cœur, créer une passerelle, ça veut dire que certainement, là en l'occurrence, qu'au lieu de parler d'éducation positive, tu vas lui parler de la façon d'avoir des week-ends plus reposants en famille ou de la manière dont tu vas l'aider à supporter ses enfants à l'heure du dîner. Parce que tu as repéré que c'était deux moments un peu cruciaux où vraiment la tension montait et qui sont problématiques. Donc tu ne lui parleras pas de la même manière et ça, c'est lui parler donc, de ses problèmes, de ses vrais problèmes, de ce que lui, ton client, a identifié comme ses vrais problèmes, d'une manière qu'il peut comprendre, avec laquelle il va se relier tout de suite. Créer une passerelle, c'est aussi parler de toi de façon sincère, parler de tes valeurs, des atomes crochus que tu as avec tes clients, de ta méthode, de ton parcours, de tout ce qui fait ta singularité. Donc attention, de façon choisie. Donc là, tu as repéré quelles étaient les valeurs, les problèmes de tes clients de cœur. Il n'est pas question de lui parler de tes dernières vacances à Hawaï, si elles ont eu lieu. C'est bien pour toi. Sauf si tu es dans le voyage, bien sûr. Sauf si ça fait l'objet de ce que tu peux l'aider à faire. Si ton client aspire à ça, là, tu pourrais lui parler de ça. Donc, il faut choisir
de parler de toi, donc de la façon dont tu pourras connecter avec ton client. Donc ça va l'aider aussi à franchir une marche supplémentaire pour aller vers toi. En fait, ton client de cœur, il doit se dire waouh, elle a tout compris, c'est vraiment ce qu'il me faut, c'est vraiment elle qu'il me faut. Tu entreras en relation avec ton client de cœur, plus tu seras sincère, plus tu créeras une vraie connexion. L'aider ton client à s'engager sur cette passerelle, c'est aussi donner. Pour instaurer une confiance, donc on a dit, il faut qu'il te connaisse un peu, donc il faut qu'on te découvre un peu. Il faut que ton client de cœur commence à comprendre qui tu es réellement, comment tu peux l'aider. Donc, donner, ça peut être un échantillon de ce que tu fais sous la forme avec laquelle tu es à l'aise. Là, par exemple, aujourd'hui, on est dans une masterclass qui répond un peu aussi à cet objectif. Il faut aider ton client de cœur à s'engager sur cette passerelle. Garde cette idée vraiment en tête de passerelle. C'est un peu le résumé de ce qu'on appelle la communication, mais c'est les grandes lignes, en fait, à retenir pour vraiment connecter avec ton client de cœur. Le dernier point des piliers d'un marketing éthique, alors il y aurait d'autres points à aborder de manière plus technique, mais là c'est vraiment les grandes lignes, ce par quoi tu peux commencer. Le dernier pilier qui est super important à travailler tout de suite, c'est de travailler sur tes croyances pour pas t'auto-limiter. C'est vraiment important parce que passer de salarié à entrepreneur, c'est vraiment le grand écart. Et c'est pas rare de ne pas être dans la bonne posture, de ne pas prendre par exemple son rôle, le fameux du capitaine du navire, et de garder le cap, comme je le disais tout à l'heure. On a vite fait de se laisser happer par un peu les montagnes russes de l'entrepreneuriat. Un jour, c'est génial, l'autre jour, on est complètement stressé, tout rien ne va plus. Ou on est vite submergé par le sentiment de ne pas du tout être à sa place, de ne pas être légitime, de ne pas savoir faire. Si tu travailles sur ton état d'esprit, sur tes croyances, sur ce qui peut te freiner, c'est là que tu vas aller plus loin. Et comme je disais tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est quand même plus un marathon qu'une course de vitesse. Donc, tu as besoin de muscler ta connaissance de toi, ta capacité à oser pour aller encore plus loin, pour oser dire encore plus de choses et en finalité pour te démarquer. Parce que oui, ça se sent aussi dans ta communication, dans des trucs très concrets, quand tu n'es pas prête à accueillir tes clients, par exemple. Par exemple, moi, je vois souvent dans la communication de certaines personnes, venez à mon petit événement, téléchargez mon petit freebie, faites. Ça, c'est un petit exemple de choses que toi, tu perçois en tant que client potentiel en filigrane comme quelqu'un qui n'est pas prêt à accueillir ses clients. Travailler sur tes croyances pour ne pas t'auto-limiter, ça veut dire ça, ça veut dire rendre des choses plus fluides, ne pas se laisser happer dans une dépréciation, dans une auto-limite dont on ne se rend pas trop compte, mais que les autres perçoivent quand même malgré tout de l'autre côté. Bon, tout ça, ça pourrait faire vraiment l'objet d'une masterclass à part parce que c'est très riche et très intéressant. Mais du coup, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui sur ce point. Donc, pour résumer un petit peu toute la masterclass, se démarquer, c'est vraiment partir de toi. C'est réinterpréter la conversation que tu veux avoir avec ton client de cœur. Pour finir, je te laisse avec ce petit mantra qui m'accompagne toujours et vraiment que j'adore. Mieux vaut fait que parfait. Donc, c'est pour te rappeler l'importance de l'action. En l'occurrence, d'ailleurs, moi, c'est pour ça que je t'envoie un livret d'exercices à la fin de la masterclass parce que c'est bien d'entendre, d'écouter des choses, de participer à des événements, mais c'est encore mieux d'appliquer. Donc, de plonger les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, et de commencer à appliquer. Et chaque petit pas compte. Et c'est ça qui est génial. Chaque tout petit pas compte. Donc, ce qui compte, c'est de te mettre en mouvement, c'est de commencer quelque part. Si tu ne sais pas par où commencer, là, par exemple, aujourd'hui, je te conseille, d'après ce qu'on a vu, de commencer par ta vision et ta mission d'entreprise. Je te conseille aussi d'apprécier tout ce process, d'apprécier tout ce parcours, parce que tu vas voir qu'il y a vraiment de la joie, du bonheur et des belles choses à trouver dans le chemin lui-même, dans l'action elle-même, dans le fait de cheminer vers soi elle-même. On peut aussi, donc là j'en finis, travailler ensemble. Donc j'ai des accompagnements réguliers que tu peux retrouver sur mon site. Mais aujourd'hui, je voudrais te parler de ce coaching illimité de 2 mois qui s'appelle Giga, dont les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 octobre. Donc ça, c'est pour toi, si tu as envie qu'on travaille ensemble sur le développement de ton entreprise porteuse de sens.
Giga, c'est vraiment une formule toute nouvelle pour moi que j'ai jamais fait. C'est un petit peu un challenge, ma manière à moi d'oser, de remettre un petit peu les mains dans le cambouis aussi. Donc, c'est 2 mois de coaching individuel. C'est des séances de 30 minutes maximum, donc plus courtes que les séances que je fais habituellement dans mes accompagnements. Et c'est toi qui réserves autant de séances de coaching que tu le souhaites. C'est-à-dire, il n'y a pas un nombre prédéfini de séances de coaching. Il y a une seule règle à ça, je te donne un travail à faire à la fin de chaque séance et tu dois le finir avant de pouvoir réserver une autre séance de coaching. Pourquoi j'ai créé ces nouvelles modalités en fin de compte de coaching? C'est parce que vous avez été nombreuses en fait pendant le confinement à me dire que vous auriez aimé avoir quelque chose d'un petit peu plus opérationnel, un accompagnement vraiment où tu avais la main en fait, où c'est toi en fait qui pouvais un peu avoir la main, choisir de travailler à ton rythme. C'est pour ça que j'ai créé Giga, qui a un tarif plus abordable aussi, puisque les séances sont plus courtes. Le temps est délimité de 2 mois, il est plus court que mes accompagnements habituels aussi. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir t'accompagner de manière assez intense et opérationnelle dans cet accompagnement Giga. Si tu es prête à passer à l'action, tu peux retrouver vraiment tous les détails sur mon site web, donc Digital Osé, et t'inscrire sur mon site donc jusqu'au 20 octobre. Et bien sûr, je reste à ta disposition si tu as envie qu'on échange, si tu as besoin qu'on discute ensemble toutes les deux. Donc tu trouveras aussi sur mon site ce que j'appelle l'appel Go, donc c'est un appel découverte gratuit. Tu peux réserver ta séance avec moi via mon site. Donc on va en arrêter là pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu te demandes avec quoi tu repars, donc avec quoi tu repars à la fin de cette masterclass, et on va passer aux questions et aux réponses. Si toutefois il y en a, je n'ai pas regardé du tout pendant la masterclass, donc là je vais couper le partage d'écran et je vais regarder s'il y a dans le chat quelques questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas, je vais attendre quelques minutes quand même pour être sûr qu'il n'y a pas de questions, soit sur le contenu de la masterclass, soit sur mes accompagnements. C'est à vous. Bon, je crois qu'il n'y a pas de message particulier, à moins que j'ai zappé quelque chose, parce que comme je le disais au début, c'est la première fois que je fais une masterclass sous cette modalité. Je vois que non, visiblement, il n'y a pas de questions, donc je vais vous laisser là avec voilà, ces informations. Demain, je vous envoie donc le replay de la masterclass avec le livret d'exercices, donc tous les exercices qui vous permettront d'approfondir ce qu'on a vu aujourd'hui pendant la masterclass. Il y aura aussi les slides principales de la masterclass pour vous aider à remettre ça dans le contexte. Donc c'est un seul document qui englobe les deux. Je vous conseille vraiment de travailler les exercices si vous avez cette problématique, de vraiment poser les bases d'un marketing authentique pour votre entreprise. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et j'espère vous revoir très bientôt.